Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes lundi 10 juillet 2017. Dans le cadre de la modernisation de l'administration parlementaire, une opération d'assainissement du fichier du personnel est en cours. Un travail qui consiste à identifier et débarrasser du fichier des agents migrants n'ayant plus droit au salaire. Explication Oumar Sow. C'est dans le but de doter l'Assemblée nationale d'une administration performante que l'audit du fichier des fonctionnaires parlementaires a été initié. Une opération qui vise à recenser notamment les agents décédés, malades effectifs. Un travail d'assainissement qui, selon Claude Korikondiano, président du Parlement guinéen, a conduit à des résultats suivants. Nous avons décelé 75 doublons. 75 doublons. C'est-à-dire ce qui est margé à la fois à la fonction publique et à l'Assemblée nationale, et 148 faux diplômes. Pour permettre à chaque agent de l'administration parlementaire d'élaborer son plan de carrière, des dispositions sont également envisagées par le président de l'Assemblée nationale. La vérification de l'authenticité des diplômes joints à leur dossier par les agents pour éviter l'injustice dans leur classement, dans les catégories, grades, classes et échelons. Suite à ce travail d'épuration du fichier des travailleurs du Parlement guinéen, le président du législatif interpelle les fonctionnaires parlementaires à plus de responsabilités conformément aux décisions qui vont découdre du travail. Je vous invite, chers collègues, à être solidaires de toutes les décisions qui seront prises par le bureau pour corriger ces anomalies constaté au niveau du fichier. Le travail d'audit du fichier parlementaire fait partie des objectifs du plan quinquennal que s'est fixé la dite institution, et cela dès son installation en janvier 2013. La situation politique guinéenne a de nouveau agitée. Il s'agit, pour en parler, de la crise au sein de la CENI, le morcellement de l'opposition ou encore la menace de l'opposition républicaine à très prochainement tenir des manifestations des rues et des meetings. Sur toutes ces questions, le président du parti Fidèle se montre très sceptique, surtout autour de la dernière question relative aux manifestations des rues. Décryptage, Soirée Bouakar. S'agissant tout d'abord de la CENI, Mohamed Lamine Kaba estime que tous les commissaires de l'institution sont comptables de la nouvelle crise. Du coup, il propose le remplacement de tous les commissaires autant qu'ils sont. Il disait tout ce qui se passe au niveau de l'institution est normal. Aujourd'hui, subitement, ils disent que non, qu'il faut mettre fin à cela. Toute la question de savoir, est-ce que lorsque le trésor a été géré par le président, il les entretenait, et qu'aujourd'hui, que cet entretien n'est plus là, il faut se réveiller pour mettre fin à cela. Je crois que c'est la conquête. Je ne sais pas du fond qu'il s'agit, mais c'est aberrant, ce n'est pas normal. Et qu'aujourd'hui, qu'ils se disent que non, qu'il faut mettre à fin. Donc ils sont tous responsables de ce qui se passe au niveau de cette institution. Et la logique voudrait qu'on change tous ces commissaires-là parce que les responsabilités est étalée en place publique. Quant à la crise qui secoue actuellement l'opposition républicaine, le président du parti Fidèle trouve cette réalité pitoyable et pathétique. Mohamed Lamine Kaba appelle ses pairs à l'unisson pour faire face à l'actuel pouvoir. Je crois que tout ça, ça affaiblit, ça arrange le camp adverse. Donc nous lançons un appel patriotique à tous les frères de l'opposition, aux aînés surtout, d'abandonner leurs égos, leurs intérêts personnels en vue de mettre en place une alliance forte qui pourra être un contrepoids contre cette velléité de troisième mandat du président Alpha Condé. Pour la manifestation de rue prévue par l'opposition dirigée par El Assil Oudalen Diallo, Mohamed Lamine Kaba n'y croit pas tout simplement. Je suis sceptique. Je sais quand même que le meeting peut avoir lieu dans les différentes communes, mais la marche, je ne pense pas. Parce que je pense qu'on ne peut pas encaisser 5 milliards par an et se mettre sur les capots d'une voiture pour protester contre le donateur. Je ne pense pas. À rappeler que, sauf changement de calendrier, cette manifestation de l'opposition républicaine est prévue le 2 août prochain. Le divorce entre les nouvelles forces démocratiques et l'Union des forces démocratiques de Guinée devient de plus en plus effectif. Les NFD ont-ils vraiment apporté quelque chose à l'UFDG ou vice-versa? La question taraude toujours jusqu'à opposer les militants et cadres des deux partis. C'est le cas par exemple du vice-président des NFD depuis Paris. Daouda Mohamed Kamara l'a joint pour nous. Suivez son compte rendu.
À en croire le vice-président des Nouvelles Forces démocratiques NFD, cette distance que prend son parti vis-à-vis de son allié l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, n'est que la conséquence de plusieurs frustrations créées par ce dernier. Il s'agit notamment d'une campagne de diffamation qu'auraient entretenu les militants et cadres autour de Cellou Dalein Diallo. Pour un premier temps, vous avez suivi les calomnies, les campagnes de diffamation qu'ils avaient mis à notre rencontre par rapport à notre candidature au niveau de cette commune de Ratouma, jusqu'à envoyer des commissions à l'intérieur du pays, dire aux sages du Fouta que les NFD ont regroupé les jeunes de l'Axe pour aller insulter la coordination Halipoula, ce qui était complètement faux. En plus des calomnies dont aurait subi le parti dirigé par Mokhtar Diallo, le vice-président des NFD depuis Paris énumère d'autres causes qui ont soutenu leur engagement pour le divorce. Il y a beaucoup de décisions unilatérales qui sont prises par l'UFDG au sein de l'opposition républicaine. C'est ce qui a amené pas mal de frustrations. Celle Diallo, en fait, l'UFDG se bat pour ses propres intérêts. Il ne se bat pas pour l'intérêt de l'opposition républicaine. Olang, qui dénonce une ingratitude de la part des NFD vis-à-vis de l'UFDG pour les avoir portés lors des élections législatives en 2013, Maka Baldé reste catégorique. Pour les élections de 2013, financièrement, les NFD ont contribué. Stratégiquement, nous avons contribué, nous avons mobilisé nos militants, que ce soit du côté de l'intérieur du pays, que ce soit du côté de l'extérieur, qui ont tous voté pour les listes de l'IFDG. Donc, dire que nous avons été remorqués. Pourquoi alors l'IFDG, si ce n'est pas un parti, je peux dire bête, peut mettre sur une bonne position de leader sur une liste nationale s'il ne considérait pas que ces leaders des partis pourraient apporter quelque chose? Arrêtons de faire des chantages. Vous savez, l'IFDG, le problème aujourd'hui, il y a des personnes qui communiquent très mal autour de cette formation politique, qui contribuent à la déstabiliser. Peu à peu aujourd'hui, le parti de celui qui a renoncé à sa candidature en 2015 au profit de Cellou Dalein Diallo s'engage à faire désormais chemin, pas avec l'UFDG, mais d'autres anciens alliés du chef de file de l'opposition. Éducation à présent dans cette édition d'information. Le baccalauréat unique à session 2017 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a lancé la première épreuve de cette journée dans la cité d'Alumine de Fria. Le point avec Bamamad Alpha. La préfecture de Fria compte 1335 candidats dont 537 filles réparties dans 3 centres qui sont Amilcar Cabral, Hadiama et Zosi Protito. C'est d'ailleurs dans ce centre que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a lancé la première épreuve de ce lundi. Le superviseur tire déjà un bilan positif des 3 premières journées du bac. Le déroulement, n'est-ce pas, se passe très bien dans les 3 centres, pas seulement à Tito, mais à Cabral, à Hadiama et à Tido. Et depuis que ça a commencé, on a enregistré aucun problème pour le moment, jusqu'à aujourd'hui. Cette réussite n'est que la conjugaison des efforts des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, selon Madame la préfète de Fria. Nous avons fait une grande sensibilisation au niveau des parents d'élèves, au niveau des établissements pour le comportement décent sollicité par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire. À part le taux d'absentéisme élevé dans la région administrative de Boké, aucun incident n'a été signalé dans les 5 préfectures de cette juridiction, d'après l'inspecteur régional par intérim de l'éducation de Boké. Nous avons seulement enregistré 320 absents, dont 111 filles. Mais à part ces cas d'absence-là, et pratiquement il n'y a aucun incident qui s'est passé dans les 5 préfectures, dans aucun centre. A noter que cette mission de supervision des examens du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a sillonné tout le pays et les dernières étapes ont été Bofa et Fria. Bamamad Alpha, même si le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation s'est réjoui du calme et de la sérénité qui ont régné dans les différents centres visités, Ibrahima Khalil Konaté a déploré l'incident enregistré ce lundi dans un centre d'examen, ici même à Kaloum. On l'écoute. Dans les 8 régions de la République de Guinée, les épreuves se sont déroulées dans les conditions les meilleures. Mais à la dernière minute, à Kaloum précisément, nous avons été informés que l'existence des comités de rédaction aux alentours de centres épais de centres
et Tombo 2 et Tombo. Deuxièmement, les élèves ont pris les surveillants en otage, donc séquestré les surveillants par les candidats. 3 véhicules de surveillants ont été caillassés. À cet effet, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a condamné cette situation et rassuré que des dispositions ont été prises pour éviter d'éventuelles irrégularités qui pourraient ternir l'image du système éducatif guinéen. Les propos de Ibrahima Khalil Konaté sont recueillis par Bamamad Alpha. Nous prenons les dispositions suivantes. Madame la DCE, le chargé des examens de Kaloum, reçoivent un avertissement pour négligence. La présidente du centre est renvoyée et remplacée. Un avertissement est lancé à l'ensemble des candidats du centre EP, centre à Kaloum. En cas de récidiviste, demain, le centre sera purement et simplement ajourné. Je demande très respectueusement au commissaire central de Kaloum de prendre des dispositions sécuritaires nécessaires pour renforcer le dispositif aux alentours des centres. Quelle politique pour améliorer le secteur de la santé en Guinée? Cette question a été soulevée ce lundi lors de la validation de l'étude du programme de réforme de l'enseignement et de la recherche en santé. C'est une action qui vise à former des personnels de santé de qualité répondant aux besoins nationaux et aux standards internationaux. Sira Fofana. C'est une étude qui a porté essentiellement sur le système de formation en santé et le rapport provisoire qui a été élaboré dans ce sens démontre le recrutement fantaisiste des étudiants dans le système éducatif en matière de santé, la mauvaise qualité de l'enseignement et le manque de stages pratiques des apprenants formés dans le domaine sanitaire. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, le contenu de ce rapport interpelle tout le monde. La responsabilité est large. C'est à la fois l'État, c'est à la fois le corps enseignant, c'est à la fois les parents, c'est à la fois les étudiants, c'est tout le monde qui est impliqué. C'est pour ça, ensemble, on a essayé d'organiser cet atelier pour valider un rapport qui a pris en compte les préoccupations des uns et des autres. Donc nous sommes tous responsables, mais à commencer par nous, responsables du secteur de l'éducation et de la santé. Mais avant la validation de ce document, quelques axes prioritaires ont été définis pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le domaine sanitaire. Il y a six stratégies qui ont été définies et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question de l'adéquation formation-emploi parce que vous savez qu'on a de 2012 à 2017, on a sorti plus de 5000 étudiants diplômés mais qui sont nulle part, en tout cas pas dans les structures officielles. Et quand vous entendez parler de cliniques clandestines, sûrement certains d'entre eux sont dans ces cliniques ou d'autres partent à l'étranger. Et tout cela a un coût à la fois économique et social sur nos systèmes de santé. Selon les consultants qui ont réalisé cette évaluation, la mise en œuvre de ce plan de formation devra coûter environ 3 millions d'euros et sera financé par l'État et ses partenaires. Des commerçants victimes de pillages en 2013 comptent organiser une marche pacifique le 3 août prochain pour exiger leur indemnisation. Ces hommes d'affaires se sont fait entendre ce lundi lors d'une conférence qu'ils ont animée à Conakry. Ces commerçants restent fermes quant à leur décision de défendre leurs intérêts et leur dignité. Ça, Aluyambouno. Après les acteurs de l'opposition, ce sont les commerçants qui annoncent à leur tour la tenue d'une marche pacifique dans les prochains jours. Ces hommes d'affaires victimes de pillages lors des manifestations politiques de 2013 exigent leur indemnisation et la sécurisation de leurs personnes et biens en cas d'éventuels mouvements politiques et sociaux à Conakry. Vraiment trop c'est trop, on est validé. Trop c'est trop, on est validé. On a fait des accords, rien n'a été respecté. Donc nous sommes venus tout juste pour tenir informé le gouvernement. D'ici le 20, si les victimes ne sont pas indemnisées, le 3 août 2017, nous allons sortir pour manifester. Et si nous sortons, nous allons rester jusqu'à notre
satisfaisant. En 2013, de nombreuses marches ont été organisées par l'opposition pour exiger au gouvernement le respect de ses engagements parlant d'organisation des législatives. Ces mouvements ont entraîné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, laissant des commerçants en ruine. Des hommes d'affaires qui aujourd'hui peinent à se relever de cette situation. Moi, j'ai perdu ma voiture devant le centre commercial. J'ai travaillé pour une institution pendant 5 ans. Je ne voulais pas faire autre chose. Elle et moi, on s'est associés. C'est moi qui gérais la boutique. Elle venait d'arriver de Dakar. Si on savait, on n'allait même pas envoyer nos marchandises à Madina. Donc, le détail, quand on rentre dedans, je ne vais pas... C'est un mauvais souvenir pour nous. Donc, la marche pacifique des commerçants est annoncée quelques jours seulement après la sortie médiatique de l'opposition républicaine qui, elle, exige à nouveau le respect des accords du 12 octobre 2016 devant aboutir à la tenue des élections communales prévues cette année. Est-ce une mise en garde pour les manifestants de l'opposition? À la question, les commerçants répondent. Ça n'a rien à voir avec la marche des opposants. Nous ne sommes pas opposants. Nous, notre arme, c'est fermer les boutiques, c'est tout. Et on prend la rue. Point. Si ces deux marches pacifiques se tiennent, les rues de Conakry renoueront donc avec les manifestations politiques et sociales, et cela pourrait replonger les citoyens dans l'inquiétude. Dernier élément nation de cette édition d'information, la lutte contre l'exploitation des enfants. La Miss Guinée-France en fait son cheval de bataille. La reine de la beauté guinéenne à Paris entend s'investir largement dans la lutte contre l'exploitation des enfants dans les rues pour la préservation des droits et de la dignité des tout-petits. Boutrabi Keïta. Nombreux sont les enfants qui traînent à longueur de journée dans les rues de Conakry. Le long de l'autoroute Fidel Castro et d'autres axes routiers de la capitale guinéenne, ces enfants défilent entre les voitures, passant une bonne partie de leur quotidien dans la mendicité et autres activités génératrices de revenus. Une situation qui, aux yeux de la Miss Guinée-France, constitue une forme de violation des droits des enfants. Les vacances, j'ai été en Guinée et j'ai vu des enfants qui sont en train de mendier dans les rues sous la pluie, et c'est là que j'ai décidé de les aider vraiment. Donc voilà, et il y avait une en fait association qui est en France là-bas, cette association en fait qui milite depuis 10 ans je crois, et qui sont en partenariat avec plusieurs pays dont la Guinée fait partie. Donc j'ai décidé en fait de collaborer avec cette association pour améliorer les conditions de vie des enfants. Parce que je dis que l'enfant, en fait, la place de l'enfant, c'est à l'école et non dans les rues. Arrivée à Conakry depuis le 3 juillet dernier, Mariam Adaf, en partenariat avec une ONG de la place, se dresse contre cette exploitation des enfants et lance son projet Non à l'exploitation des enfants dans les rues. J'ai toujours voulu en fait aider les enfants de la rue. Et c'est dans ce cadre que quand j'ai eu l'occasion de me présenter d'abord à Miss Guinée Maroc, le projet en fait il portait aussi sur les enfants. Et j'ai eu à faire quelques actions au Maroc, mais je n'ai pas eu la chance de venir en Guinée pour réaliser le projet. Et quand je suis allée en Guinée et en France, j'ai décidé de me présenter à l'élection dans le cadre des enfants aussi. Parce qu'en fait, je me dis que les enfants, franchement, sont vraiment l'avenir d'une nation. Ils méritent d'être aidés. Le projet devra se matérialiser en 3 phases. Premièrement, il s'agit d'une campagne de sensibilisation auprès de la population. Et deuxièmement, il s'agit d'un système de parrainage, c'est-à-dire trouver des parrains qui vont prendre en charge les enfants de la rue. Et la dernière phase, en fait, il s'agit d'une collecte de fonds. La Guinée a ratifié plusieurs conventions protégeant les droits des enfants, mais l'application de ces nombreux textes fait défaut. Le phénomène reste cependant mondial. Des chiffres démontrent que plus de 100 millions d'enfants sont victimes d'exploitation, dont plus de 30 millions en Afrique. Les mêmes statistiques données par des ONG locales précisent que les garçons sont les plus touchés.
Dans l'actualité politique en France, la réforme du Code du travail devant l'Assemblée nationale, elle est portée par la ministre du Travail, mise en difficulté par une information judiciaire ouverte en son encontre. Elle va devoir affronter l'hostilité des députés de l'opposition, en particulier de la France insoumise. Suivez. Un projet de loi d'habilitation qui doit permettre l'assouplissement du droit du travail. Ce sera la première réforme majeure du gouvernement Philippe. Le projet de loi comporte 9 articles, parmi lesquels une mesure phare, la mise en place d'un barème pour les indemnités prud'homales. Le gouvernement prévoit de mettre en place un plancher et un plafond pour les indemnités en cas de licenciement abusif. Une mesure qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel en 2015. Autre point important de la réforme, la mise en place d'un CDI de projet, soit un contrat indéterminé conclu pour d'un chantier ou d'une opération. Ce contrat existe déjà pour certains secteurs. Il s'agirait là de l'élargir à d'autres. Une mesure proposée par le MEDEF, mais vivement critiquée par les représentants des salariés, qui évoquent même la mort du CDI. Le gouvernement souhaite également l'élargissement des accords d'entreprise. Le but, donner plus d'importance à ces accords pour négocier les salaires et les conditions de travail des employés. L'article 5 de la loi d'habilitation prévoit une simplification du compte pénibilité, mis en place sous le quinquennat Hollande. Ce compte permet aux salariés du privé qui occupent un poste contraignant de cumuler des points afin, par exemple, de partir plus tôt à la retraite. Mais depuis l'application de cette mesure, de nombreux patrons dénoncent certains critères de pénibilité qu'ils jugent inapplicables car difficilement mesurables. Enfin, pour les salariés, il sera désormais possible d'avoir droit aux indemnités chômage après avoir démissionné. Après 9 mois d'intenses combats contre les djihadistes à Mossoul, l'armée irakienne a déclaré la ville libérée ce week-end. Une partie de la population a d'ailleurs célébré cette annonce. C'est le plus grand succès enregistré ces derniers temps contre l'organisation État islamique. Suivez. Il est venu féliciter les combattants et le peuple irakien. À Mossoul, le Premier ministre l'assure, la victoire contre le groupe État islamique est proche. Haider al-Abadi l'avait affirmé un peu plus tôt lors d'une réunion au quartier général de la police fédérale. La plupart des djihadistes de Mossoul ont été tués, il n'en reste plus que quelques-uns. Je vais laisser un peu de temps aux forces armées héroïques afin qu'elles continuent leur action et que l'on puisse très bientôt annoncer notre victoire totale. Dès cette annonce, des centaines d'Irakiens euphoriques sont descendus dans les rues. Nous voulons féliciter toutes les mères irakiennes et leurs courageux fils qui se sont battus pour leur pays. Bravo à nos frères et sœurs pour la libération de Mossoul. Nous saluons les forces irakiennes qui ont sauvé notre pays et nos familles. Nous nous réjouissons de cette victoire et de l'expulsion de ces rats de l'organisation de l'État islamique. Nous disons aux habitants de la région de Mossoul, sachez que tous les Irakiens, où qu'ils soient, vous soutiennent. Une victoire qui aura coûté très cher sur le plan humain et matériel. Des milliers de civils ont été tués pendant ces 9 mois de combat. Près d'1 million d'habitants ont dû fuir et la ville est en grande partie détruite. Pour l'heure, les combats se poursuivent dans la grande cité du Nord. Et si la reconquête de Mossoul est la plus importante victoire de Bagdad sur les djihadistes depuis 2014, la guerre contre le groupe État islamique est loin d'être terminée. L'organisation contrôle encore plusieurs territoires en Irak. Dernier élément de cette édition d'information, un nouveau round de négociations de paix sur la Syrie, le 7e du genre, s'est ouvert ce lundi à Genève, où régime et opposition sont réunis. Peu de chance pour ces discussions à quelque chose, mais elle démarre dans un contexte de baisse relative des tensions, alors qu'un cessez-le-feu est pour le moment respecté dans 3 provinces du sud de la Syrie, conformément à un accord conclu entre la Russie et les États-Unis et aussi la Jordanie. Suivez. Le calme règne dans les rues et dans le ciel de Deraa. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont cessé dans les provinces de Deraa, Quneitra et Soueda. La Russie, les États-Unis et la Jordanie ont conclu un accord de cessez-le-feu vendredi dernier. Sur le terrain, cette trêve ne fait pas l'unanimité.
Nous, les combattants et les citoyens, nous sommes contre ce cessez-le-feu. À chaque fois, le régime annonce une trêve et il recommence à nous bombarder. Quel genre de cessez-le-feu est-ce ? La trêve concerne 3 provinces qui font partie des zones de désescalade du plan conclu au mois de mai entre la Russie, l'Iran et la Turquie. L'objectif est d'y améliorer la situation humanitaire et d'y créer les conditions pour faire avancer le processus politique. Le 7e round des négociations de paix sur la Syrie débute ce lundi à Genève. Mais les différentes parties concernées n'y vont pas avec la même conviction. Créer une zone de désescalade est un développement positif. Cela aura un impact favorable sur les discussions de paix. Nous espérons que quelque chose ressortira de ces nouvelles discussions, mais nos attentes sont assez faibles. En 6 ans de guerre, de nombreux cessez-le-feu ont déjà été conclus en Syrie, mais aucun n'est devenu durable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux. Merci et portez-vous bien.